La production vous informe que les pratiques abordées dans cette émission ne relèvent pas de la médecine et sont présentées dans un but purement informatif dans le cadre d'une démarche de bien-être. Elles ne peuvent en aucun cas se substituer à un avis ou à un suivi médical. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Dans cette émission, on vous présente des thérapeutes, des praticiens, des coachs. Et aujourd'hui, c'est une coach particulière qu'on a invitée. Elle a un magnifique bouquin sur la cuisine. C'est une alchimiste de l'alimentation. Son énergie est fabuleuse. Elle a un peps incroyable. Peut-être est-ce dû finalement à ses connaissances en Ayurveda ou en médecine chinoise, dont elle va nous partager certains de ses secrets. Bienvenue dans Expert en thérapie sur ABC Talk. Nous sommes avec Nina Voix. Bonjour Nina. Bonjour Thierry. Merci d'être avec nous. On a reçu ce livre magnifique qui s'appelle La cuisine du bon sens. On va en reparler bien sûr en détail tout à l'heure. On parlera de vos stages, de comment vous travaillez dans vos coachings. Alors, vous travaillez dans l'alimentation. Vous allez nous raconter pourquoi vous êtes arrivé dans cette histoire de coaching alimentaire holistique. Comment vous définissez aujourd'hui? Quelles sont vos activités finalement dans tout ce qui est alimentation? Alors mon cheminement est assez long, je suis passée par la case thérapeute. Aujourd'hui, je me définis vraiment comme coach en alimentation holistique. Parce qu'en alimentation, ça fait toujours très diététique, nutritionniste, ce que je ne suis pas et ce que je ne souhaite pas être. Oui. J'ai vraiment envie d'avoir une autre approche à l'alimentation qui est vraiment de placer l'homme dans la façon de se nourrir, c'est-à-dire partir de son terrain, qui il est, de quoi il a besoin, de quoi a besoin son corps, de quoi a été façonné son corps jusqu'à aujourd'hui. C'est quelque chose qui est très propre à la médecine chinoise, hein, cette idée de terrain. Est-ce que c'est un terrain chaud, froid, humide, sec? Voilà. Et de partir de ça et de définir de quoi donc a besoin ce corps, cette personne, et en quoi que je peux l'aider. Quelle est finalement sa relation à la nutrition? Parce qu'on a tous une nutrition qui est différente. Hein. On vit tous beaucoup d'injonctions quand on est petit, finis ton assiette, regarde tes pauvres enfants, en Afrique ils n'ont rien. Ce genre de choses et qui finalement font qu'on a une relation qui est perturbée à l'alimentation depuis que nous sommes toutes petites. Ou tiens, tu t'es fait mal, prends un bonbon. Il y a de ça aussi. Et à notre âge adulte, en fait, ça place l'alimentation dans une relation qui est souvent faussée et qui n'est pas saine. L'alimentation est très liée à l'amour de soi. Bien se nourrir, c'est se faire du bien et donc se donner de l'amour. C'est l'amour maternel, en fait, nourrir son enfant, nourrir soi-même. Et souvent, on n'a pas cette conscience-là. Et la médecine chinoise, à travers la corrélation qu'il y a entre les organes et les émotions, permet vraiment de replacer l'être humain dans cette interaction entre les défaillances énergétiques du corps qu'on a tous. Hein, en fait, on a tous un terrain qui fait que en fait, une chose fonctionne plus ou moins bien dans notre corps. Il y a certains qui ont toujours des problèmes digestifs, d'autres ont toujours des problèmes respirateurs, d'autres ont toujours des problèmes de sommeil. Et c'est leur point faible. Mais c'est toujours lié à une origine. Et le fait d'être holistique dans cette approche-là et vraiment prendre en compte le corps tel qu'il est, la personne telle qu'elle est, avec tous ces formatages en fait, qu'on a reçus depuis qu'on est tout petit et de ramener cette personne-là à qui elle est aujourd'hui et dans sa version d'elle-même, en fait. De transformer le statu quo en quelque chose, dans un état que la personne aimerait bien atteindre. L'objectif peut être très varié, des fois c'est le poids, c'est le plus connu hein, pour lequel on utilise la nutrition, mais je trouve que c'est très réducteur, hein, c'est l'état de santé, ce qui était le cas pour moi. Hein. Après, c'est la relation à son corps. Il y a beaucoup de gens qui souffrent finalement d'une manière, qui disent « oui, je suis en surpoids » ou « oui, je suis malade », mais tout se relie au bien-être qu'on a dans son propre corps, en fait, et de se sentir bien en soi. Et le but, c'est vraiment de restaurer ça et d'aider la personne à se transformer, en fait, à juste devenir elle et à se rapprocher de soi travers ça. J'aide les personnes actives à changer leur alimentation pour se sentir enfin bien dans leur corps, retrouver leur énergie,
leur énergie vitale et leur santé sur le long terme, sans frustration ou contraintes compliquées. Je suppose que vous, en tant que conseillère en nutrition du bon sens, comme vous vous nommez aussi, parce que vous êtes diplômée Oui. Oui. en tant que conseillère en nutrition, quand vous aidez les gens, je suppose que vous n'allez pas dire à Thierry ou à Nathalie ou à Marc ou à Tim, notre réalisateur, de manger la même chose. Non. En fonction de ce qu'on a, de ce qu'on veut. Oui et non. Oui et non. Oui et non. Parce qu'en fait, j'aime beaucoup l'approche en fait de chacun et une personne a besoin d'autre chose, mais en fait, il y a une chose qui est universelle. Nous avons tous un corps, point barre. Et ce corps-là, quoi qu'il arrive, il a des besoins nutritionnels auxquels on ne peut pas échapper. C'est-à-dire, on a besoin de protéines, de lipides, de glucides, dans des proportions variées. Mais à chacun de nous a ces mêmes besoins en fait, de micronutrition, de macronutrition, ça, c'est indéniable. Donc, en fait, il y a déjà une manière d'apprendre à bien manger, c'est-à-dire de connaître les besoins du corps. De quoi a besoin mon corps pour pouvoir vieillir, grandir, avoir de l'énergie, bien fonctionner. Ça, c'est universel. C'est pareil pour tout le monde. Qu'est-ce que vous pensez quand certaines personnes disent « Toi, tu dois manger comme les chasseurs-cueilleurs ou les cueilleurs ». Vous savez, parce qu'on dit que pour les gens qui sont végétariens ou pas, est-ce que chacun de nos corps a encore le souvenir de peut-être des milliers d'années? Oui et non. D'accord. Alors, certains corps vont bien fonctionner avec ça, mais la plupart du temps, les corps aujourd'hui ont été habitués, je pense qu'on va en parler tout à l'heure, de manger chaud et cuit, c'est-à-dire de revenir à une nutrition de chasseur-cueilleur et de manger cru et que des baies, que des choses qu'on peut ramasser. C'est valable pour certaines personnes, mais pour 99% de la population, nous sommes arrivés dans une autre ère, c'est-à-dire l'énergie qu'on a gagnée à travers la cuisson des aliments, c'est une énergie qu'on a investie dans notre développement cérébral. Et notre monde aujourd'hui, il est fait de ça, de réflexion, d'interaction, et voilà. Donc, parce qu'il y a un débat en ce moment, manger cru, manger cuit, manger mi-cru, mi-cuit. Ah, on va voir pourquoi il faut manger cuit. On va en parler tout à l'heure, comment ça fonctionne. Et justement, vous, qu'est-ce qui fait que vous êtes intéressé à ça? Et comment, dans votre histoire, l'alimentation vous a peut-être même plus qu'aidé, je crois que vous dites dans votre livre, sauvé. En fait, je viens complètement d'ailleurs. Je suis maître tailleur sur mesure. Je viens de l'artisanat. J'ai fait une formation en Allemagne. J'ai travaillé comme une tarée. J'ai commencé mon apprentissage à 19 ans. Et j'avais 2 boulots en même temps. Je me suis à cœur joie. Donné à cœur joie. Et puis après, je suis arrivée sur Paris. C'est l'amour qui m'a amenée là. Et j'ai commencé à bosser dans la mode. Et en fait, quand on bosse dans la mode, c'est fou. À Paris, c'est des horaires de fou, c'est des emplois de temps de fou. Et j'ai donné toute ma vie à ça parce que c'était ma passion. Et j'ai laissé toute ma santé à ça. C'est-à-dire, j'ai plus dormi, j'ai plus travaillé. Et surtout, j'ai très, très, très mal mangé. Et ça, depuis que j'ai quitté mes parents, à 19 ans, comme je n'avais jamais appris à bien manger, voilà, c'était pizza congelée, kebab, frites et surtout chips, bonbons, chocolat. La totale. Avec Coca. Ça, c'était royal pour moi. Je pouvais très bien vivre avec ça. Ça me donnait du sucre rapide. Ça nourrissait mon addiction au sucre que j'avais depuis mes 15 ans. Et à 28 ans, un jour de défilé. Le jour le plus important de la collection, je suis devenue aveugle sur un œil. J'ai perdu progressivement la vue. Et ça m'a tellement fait chier. J'ai collé un truc sur mes lunettes. Je me dis arrête, ça m'embête. Bon, ça a tenu 4 jours. Au bout de 4 jours, j'ai fini aux urgences, réellement aveugle sur un œil. Et c'était le diagnostic de sclérose en plaques, qui est vraiment tombé du ciel, là, comme ça. Et en plus, c'était très peu pédagogue de la part du neurologue. Je ne m'étais jamais posé la question de ce que c'était la santé, de ce que c'était la nutrition, de ce que c'était être bien dans mon corps. Jamais, parce qu'en fait, mon corps, il fonctionnait super bien, jusqu'à ce moment-là. Vous aviez quel âge à ce moment-là? 28 ans. Oui, parce qu'on dit que jusqu'à 30 ans, j'ai déjà entendu ça, que le corps, à peu près, il peut manger tout et faire le ménage. Mais à partir de la trentaine... En fait, c'est pour les femmes, c'est 28, et pour les hommes, c'est 32, parce qu'on fonctionne dans des cycles de 7 ans pour les femmes et de 8 ans pour les hommes. En alimentation? Enfin, en totalité? En médecine chinoise. En médecine chinoise. Et du coup, ouais, effectivement, c'est un âge critique. Et là, mon corps, il a très clairement dit ici et pas plus loin.
Et comme je voulais avoir des enfants, fonder une famille, et je n'ai jamais pris un traitement parce que ça aurait été trop compliqué. Et j'ai été très vite aiguillée vers des médecins de médecine parallèle. J'ai testé une multitude d'approches, de traitements homéopathiques, de traitements innovateurs, mais mon premier rendez-vous chez un médecin autre, c'était, qui était médecin, c'était un rééducateur du système immunitaire, c'était sur la nutrition. Et en fait, j'ai commencé à faire les régimes signalés, la médecine... non, l'alimentation à la troisième médecine, c'est un livre qu'il a écrit. Et j'ai mangé sans rien, sans lait, sans gluten, sans sucre, sans gras, sans plein de trucs. Et j'ai voyagé à travers de multitudes d'approches alimentaires pour finalement arriver à ce que j'ai fait aujourd'hui, mais pour tester vraiment sur mon propre corps. Et ça a été flagrant, en fait. J'allais tellement mieux. Les poussées, c'était la dernière. Si j'en ai fait une poussée derrière, mais c'était la dernière. Une poussée de sclérose en plaques. D'accord. Et j'en ai jamais fait depuis. C'est-à-dire depuis mes 29 ans, je n'ai jamais fait une poussée, alors que j'ai eu 2 enfants, 2 allaitements, et qui sont tous des déclencheurs pour des poussées de cette maladie-là. Et voilà. Et petit à petit, j'ai rajouté des bouts pour... Quand j'ai fait diagnostic et 2 grossesses rapprochées, plus 2 allaitements. Et en fait, en 2012, ça c'était en 2006, et en 2012, j'étais HS. Il n'y a plus rien qui fonctionnait, j'étais trop fatiguée, j'étais plus malade, mais j'étais épuisée. Et c'est à ce moment-là que j'ai fait ma première cure régénérative. À l'époque, je l'ai fait en Allemagne, que j'ai appris là-bas. Et ça a changé ma vie. C'était avant, après la cure. Je n'avais pas cette conscience-là à ce moment-là. Donc, à ce moment-là, vous avez déjà une alimentation beaucoup plus équilibrée, mais il y avait une fatigue qui vous a dit là, il faut que je fasse autre chose, d'où la cure générative. Cure générative que vous menez maintenant, que vous organisez. Que j'ai importée en France. On en parlera en fin d'émission, et on passera même des images, des vidéos de ce que vous faites dans ces cures. C'est ça. Dans ces cures génératives. Vous faites attention à tout ce que vous buvez. La petite bouteille d'eau que vous avez là, c'est de l'eau dynamisée. Dynamisée et nettoyée surtout. En fait, l'eau est tellement polluée aujourd'hui, c'est-à-dire il y a les polluants classiques qu'on connaît, pesticides et chimie et tout ça, mais il y a surtout une chose qu'on ne filtre pas dans l'eau, ce sont les médicaments. On ne sait pas les filtrer, on ne les filtre pas, donc en fait, dans n'importe quelle eau du robinet, il y a des antidépresseurs, de la chimothérapie, beaucoup d'hormones féminines qui aujourd'hui féminisent la population des poissons. Et on commence à avoir l'impact sur les hommes masculins, en fait, sur la jante masculine, même dans les jeunes aujourd'hui, avec des malformations, avec une baisse du spermogramme, avec le spermogramme normal d'aujourd'hui, c'est le spermogramme médiocre des années 50. D'accord. Oui. Ah, c'est pour ça que maintenant... on le voit même sur la physiologie des hommes. C'est pour ça que maintenant on dit, on ne sait plus si on doit dire il ou elle, on dit elle. Je pense que ça en fait partie. Mais je pense que ça en fait partie, en fait. Aujourd'hui, autrefois, moi, ma génération, déjà, il y avait très peu d'enfants en surpoids dans ma classe quand j'étais jeune, au lycée. Et puis après, les hommes, ils avaient une taille comme ça et des épaules comme ça. Aujourd'hui, quand vous regardez les hommes, ils ont de plus en plus... il y a les épaules qui sont tombantes et il y a de plus en plus le bassin qui s'élargit et les hanches qui s'élargissent. C'est pas une question de poids, c'est une question d'hormones. D'hormones. Est-ce que c'est un petit peu dû à ça aussi? Vous écrivez dans le livre La cuisine du bon sens, en 100 ans en Europe, on a multiplié notre consommation de sucre par 10. Oui. C'est énorme. C'est énorme. Et ce n'est pas forcément le sucre au quotidien, dans ce qu'on rajoute dans notre thé, les bonbons qu'on mange, ce genre de choses, mais c'est le sucre qui est rajouté dans l'alimentation. Industriel. Industriel. Alors vous avez aujourd'hui dans quasiment tous les jambons, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années encore, dans tous les jambons, dans quasiment tous les lardons par exemple, vous avez du sucre ajouté. C'est-à-dire vous avez gras et viande de porc, nitrites, nitrates, les conservateurs et ceux qui le rendent rose et qui sont très dans la ligne de mire aujourd'hui. Et après, vous avez sel, épices des fois et sirop de glucose. Donc en fait, le sirop de glucose, ça n'a rien à voir dans une charcuterie. Mais il y en a partout. Et c'est ce sucre-là, en fait, c'est cette production de sucre qu'on a augmentée fois 100 et qui est aujourd'hui dans tous nos aliments, partout. Où c'est que vous allez faire vos commissions alors pour éviter les aliments industriels, si ce n'est le marché Le marché, les boutiques bio principalement, mais même dans le bio, en fait, on trouve ce genre d'aberration. Il faut vraiment bien lire les étiquettes. C'est un peu fastidieux au début, mais puis après, on commence à avoir l'habitude.
je vais acheter des aliments le plus entiers possible. C'est ça la règle. Le but, c'est pas forcément de faire que du bio, parce qu'en fait, il y a des gens qui ne peuvent pas. Financièrement, c'est vrai que le bio, c'est 30% plus cher, même si ça donne plus que 30% de plus de nutriments. Hein. Une tomate sous serre, ça a jusqu'à 50 fois moins de nutriments qu'une tomate bio du jardin. Il y a Élise Lucet qui a fait, dans un Cache Investigation, qui avait fait une émission là-dessus, et c'est impressionnant. Elle a relevé ça, c'était génial. Donc le bio nourrit plus, mais il n'y a pas tout le monde qui peut le faire. Donc en fait, le but, c'est d'acheter le plus entier possible. Entier, ça veut dire quoi? Que vous achetez plutôt un poisson entier que des petites tranches? C'est ça que ça veut dire, entier? Oui, parce que ça donne quand même, c'est le moins d'intervention externe possible. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui intervient, il va vous changer quelque chose. Nous, aujourd'hui, on se pose la question sur les additifs alimentaires. Il y en a 350 à peu près autorisés en France, et on le lit toujours, on se dit « Ah non, il y a trop de E, j'achète pas ». Mais en fait, il n'y a pas que les additifs alimentaires, il y a des auxiliaires techniques. Les additifs, ça intervient dans le produit final, texture, aspect, couleur et tout ça. Et puis après, les auxiliaires techniques, ça intervient sur la production. Donc en fait, il y a des antifloconneux, des antimousseux, des catalyseurs, des agents de filtration et tout ça qui interviennent, des agents d'épluchage et de déplumage. C'est ça les auxiliaires? Auxiliaires techniques. Alors vous dites qu'il y a 300 additifs. Ça, c'est les additifs. Mais autorisés en plus en France, 100 000 auxiliaires techniques. 100 000. Mais ils ont besoin de 100 000 trucs. 100 000 qui sont autorisés en France, qu'on peut utiliser dans le processus de fabrication, qui ne vont jamais être mentionnés. Les gens ne savent même pas que ça existe. Vous cherchez sur Internet, vous trouvez sur tous les sites officiellement tous les infos. C'est ahurissant en fait de lire là-dessus. Il n'y a personne qui se pose la question. C'est-à-dire à chaque fois que quelqu'un transforme quelque chose à votre place, et si ce n'est que déplumer le poulet, alors qu'il est vendu en entier, il se peut qu'en fait, qu'il y ait un agent chimique qui est rentré en ligne de mire. Mais à quoi ça sert? À le conserver, par exemple? Non, ça sert juste à enlever les plumes plus facilement. Ah oui, c'est pour le. Oui, il y a toujours un intérêt quand même à rajouter des produits, même si l'intérêt est peut-être pas nutritionnel. Oui, voire peut-être il n'est pas de santé, négatif. Limite. C'est exactement ça. Et en fait, déjà, on se pose la question de l'interaction entre les différents additifs alimentaires. Et il y a certains qui sont autorisés en France, alors qu'en fait, on sait qu'ils sont délétères pour la santé ou qui sont probablement cancérigènes. On peut trouver ça sur Internet sans le moindre souci. Mais sur les auxiliaires techniques, il n'y a jamais d'études. On ne connaît pas les interactions, on ne sait pas qu'est-ce que ça fait avec les autres additifs, ni avec les médicaments que vous prenez. On ne le sait pas. Et on les utilise. Donc, le but, c'est de manger le plus entier possible, avec le moins de transformation ou de choisir des produits qui ont été transformés par des petits producteurs qui ne l'utilisent pas, tout simplement. Ça ne veut pas dire qu'il faut arracher les plumes soi-même du poulet, mais avoir en fait cette notion que la personne qui va vendre le poulet plus cher qu'un petit producteur à côté de chez vous, c'est un meilleur poulet que le poulet de grande distribution que vous allez acheter et qui est vendu sous vide, vidé et tout, mais pour lequel on a probablement ajouté un agent pour aider à enlever les plumes. Vous nous dites qu'il faut un petit peu payer la qualité aussi, c'est ça? Un petit peu, mais les petits producteurs ne sont pas forcément beaucoup plus chers. Je suis d'accord. On va rentrer dans le vif du sujet avec cette fameuse digestion du Tao, l'alimentation vue par la médecine chinoise. Ouais. C'est très riche la médecine chinoise dans plein de choses. Et en alimentation, vous allez nous apprendre des choses avec ce fameux chaudron qui fait partie de vos formations, de vos conférences. Hein, oui, il est toujours présent. C'est un de mes sujets préférés. J'ai adoré quand on a travaillé sur cette histoire de chaudron pour justement, on en parlait au début de cette émission, pour voir comment on fonctionne aujourd'hui, comment notre corps fonctionne avec notre nourriture aujourd'hui. Pas il y a 5000 ans. Aujourd'hui, ce qui a changé visiblement d'après vous. Et apparemment, il faut utiliser, donc, comme vous l'écrivez dans votre livre, une casserole propre, comme quand on fait la cuisine. Donc notre corps, ce serait comme quand on mange, quand on digère, ce serait comme utiliser une casserole propre sur un feu bien tempéré, avec des aliments en bonne proportion, prêts à cuire pendant un temps de cuisson adéquat. Et donc vous allez nous expliquer un petit peu ce fameux chaudron et comment ça fonctionne, la digestion, et comment on peut s'en servir finalement de ce savoir millénaire pour nous aujourd'hui. En fait, la digestion, ça nous paraît toujours compliqué parce qu'on a l'impression que c'est biochimique, et puis après, quand il y a un médecin qui nous l'explique, ça fait plein de trucs compliqués, alors que finalement, ce n'est que ça. Ce n'est qu'une
processus alchimique, en fait, que tout le monde peut comprendre parce qu'on le fait quotidiennement dans notre cuisine. J'aime bien ce point de vue de la médecine chinoise parce que l'alimentation, c'est vraiment une science entière pour la médecine chinoise. Ils sont très précis, ils classent tous les aliments, c'est impressionnant et c'est vraiment une formation à part entière. Mais ça, c'est accessible à tout le monde et pour moi, c'est le meilleur moyen d'expliquer de comment nous fonctionnons. Donc, on va revenir sur la casserole propre, mais on va commencer déjà avec une idée très simple. Quand vous faites un gâteau, les ingrédients sont toujours les mêmes. Il y a farine, œufs, beurre, sucre, voilà, ça c'est la base. Après, il y a le four et le moule. Et après, vous pouvez rajouter d'autres trucs, des pommes, des amandes, et ça donnera un autre goût. Mais déjà, dans les ingrédients de base, il va falloir quand même avoir des proportions correctes. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, tout le monde a besoin de la même chose. Tout le monde a besoin de nutriments, de lipides, de protéines et de fibres et de glucides. Et c'est pareil pour les gâteaux. Et si vous mettez par exemple trop d'œufs ou trop de farine, le gâteau sera soit très sec, soit très collant. Ou trop sucré si vous mettez trop de sucre. Si vous enfournez maintenant votre gâteau à 50 degrés, ça ne va pas cuire. Ça va sortir avec une bouillie qui ne sera pas un gâteau. Si vous l'enfournez à 250 degrés, il va sortir noir, cramé, et il sera non consommable. Donc finalement, il faut cuire à la bonne température. Donc dans le chaudron, on a tous ces éléments qui vont intervenir. Donc d'un côté, on a le feu, qui est notre capacité du four ou de notre feu digestif à donner la bonne température qui est de 37 degrés dans l'estomac, point barre. Ce n'est ni au-dessus ni en dessous. Donc on a besoin pour ça d'un feu correct qui brûle bien et de bûches qui brûlent. Quelqu'un qui n'a pas de bûche, c'est-à-dire qui n'a pas de réserve énergétique, il ne peut rien brûler. C'est ça. Là, on est vraiment dans l'approche de la médecine chinoise. C'est-à-dire, nos bûches, c'est nos réserves. On peut avoir eu des réserves de la part de nos parents, mais on met en réserve tous les jours par notre alimentation. Et il y a des gens qui ont de très bonnes bûches, parce qu'en fait, ils ont reçu un génétique de ouf de leurs parents, alors que certaines personnes ne l'ont pas, mais en mangeant bien, ils vont se faire de très bonnes réserves avec des très belles bûches. Est-ce qu'on peut appeler ces bûches l'énergie vitale? L'énergie vitale, oui. En fait, quand vous imaginez votre vie comme une bougie, à un moment donné, elle va arriver à la fin. Donc, en fait, vos bûches, c'est la bougie en elle-même et le feu, en fait, c'est la flamme qui brûle. Et à un moment donné, vous avez tout épuisé. Et c'est normal, en fait. Il y a un moment donné, on va tous mourir. La question, c'est de quelle vitesse vous brûlez votre bougie ou vos bûches. Et puis après, la qualité du feu, qui dépend de la qualité des bûches. Si vous mettez des bûches mouillées, ça ne va pas bien brûler. Si vous avez que des bûches de sapin, ça va brûler très vite. Si vous avez des bûches de chêne, c'est déjà mieux. Mais si vous avez par exemple un feu très faible, qui brûle déjà presque tout, vous mettez dessus une très grosse bûche de chêne, jamais ça va brûler. Alors que la bûche est de très bonne qualité. Ce sont des gens qui disent « Ah non, à partir de maintenant, je mange du tout cru » ou « À partir de maintenant, je mange du tout complet ». Quelqu'un qui a un petit feu digestif et qui est déjà ras au niveau de l'énergie, quand il mange tout complet, riz complet, pâtes complet et tout, pain complet, il ne va pas s'en sortir. D'accord. Ce n'est pas adapté. C'est pour ça que vous disiez tout à l'heure, attention, tout n'est pas des régimes alimentaires. Je ne parle pas de régime, faire le régime, mais ce qu'on mange ou les choses qu'on peut entendre. Les véganes, les crudivores, eh bien, il y a certains qui peuvent, d'autres qui ne peuvent pas, d'autres qui auront peut-être besoin de protéines animales, même si on trouve les protéines dans beaucoup de végétaux. Chacun, finalement, voit midi à sa porte. Exactement ça. Et moi aussi. Et vous aussi. J'ai des super arguments. Donc on ne peut pas dire tout le monde est végétarien, tout le monde est végane, tout le monde est crudivore, parce que c'est ça. Non, il y a des gens qui ne pourront pas assumer physiquement le fait de manger cru, par exemple. C'est exactement ça. Même si... mais j'ai vu faire des gens des accidents de santé très graves au bout d'1 an de crudivorisme. Vraiment très grave. D'accord. Donc voilà. Non, ce n'est pas adapté à tout le monde. Ok. On reprend. Donc on a le feu. Sur le feu, pour que le feu il brûle, il faut de l'oxygène. Donc il faut respirer. Et il faut s'oxygéner. Mais ça, on le sait. On respire tous. On respire tous. Mais des fois, quand on est très stressé, on respire d'une manière très petite. Donc en fait, on amène moins d'oxygène finalement au feu. Et le feu est moins alimenté en oxygène. Donc en fait, il brûle moins bien. Ouais.
Donc il faut bien s'oxygéner, faire du sport, bouger, s'aérer, aller dans la forêt, tout ça. Donc on a le feu, et sur le feu est posée notre casserole. Notre casserole, c'est tout notre système digestif. Tout notre système digestif est creux finalement. On a les organes, comme la rate et comme le foie, qui vont ajouter du sucre digestif, mais l'estomac est creux. C'est un tube de passage, le duodénum est creux, l'intestin grêle est creux, le gros intestin est creux, la vessie est creuse. Tout ça, en fait, c'est pour faire passer le bol alimentaire. C'est comme la casserole, en fait, il n'y a rien. C'est juste le contenant. Notre système digestif, c'est que le contenant. Donc, en fait, quand vous voulez cuisiner avec une casserole, il vaut mieux qu'elle soit propre et qu'elle soit adaptée au feu. Par exemple, si vous prenez une casserole qui est trouée, bah, ça ne le fait pas trop. C'est ce qu'on a, cette idée de l'intestin perméable. C'est une casserole qui fuit sur le feu. C'est-à-dire, elle va entamer. Elle va mettre des liquides sur le feu, puis après, il y a du feu aussi qui va rentrer. Et il y a un échange qui se fait qui n'est pas sain pour le corps. Ce n'est pas comme ça que ça devrait se passer. Donc, en fait, la casserole, il faut qu'elle soit propre, nettoyée. On va en parler lors des cures. Et il faut qu'elle soit étanche. Et dans cette casserole, du coup, on va mettre dedans... Ah oui, il y a aussi des gens qui ont des casseroles très petites. Il y a des gens qui ont des casseroles très grosses. Quand vous parlez casserole, c'est quoi? C'est l'estomac? Notre capacité... Oui. Non, globalement, c'est notre système digestif intégral. Et vous avez tous ces idées-là. Il y a des gens qui disent « Oh, j'ai un petit estomac, je ne peux pas manger grand-chose. » Mais peut-être votre estomac, oui, peut-être il est petit, mais peut-être il est tellement encrassé qu'en fait, il n'y a plus rien qui rentre. Ou peut-être il est déjà plein. Comment ça, encrassé? Ça veut dire qu'il resterait des trucs sur les parois? Oui, on va en parler tout à l'heure. C'est vrai? Si, comme quand les veines sont bouchées? Oui. L'estomac peut avoir à l'intérieur... Alors, c'est plus dans l'intestin grêle et dans le grand intestin. En général, l'estomac, c'est une poche musculaire. Oui. D'accord, ça peut être encrassé au point que... Mais ça peut être, par exemple, ulcéré. Donc, un trou. D'accord. Oui, bien sûr. Voilà. Donc, l'estomac, lui aussi, il peut avoir plein de choses. Mais en fait, le système digestif, il commence dans la bouche et il se finit au rectum. Donc, en fait, il est très long. Mis bout à bout, c'est 12 mètres. Notre casserole, c'est 12 mètres au total. 10 à 12, ça dépend de la taille de la personne. Vous parlez de là où ça commence, on a tendance à manger plus vite ou trop vite. Maintenant, on ne mâche pas assez. Hein. C'est exactement ça. Et c'est pareil dans la casserole. Si vous essayez de cuire une courgette et en fait vous mettez la courgette entière dans la casserole, elle ne va pas cuire. Tout simplement, ce n'est pas possible. Donc il va falloir la couper en petits bouts et il va falloir utiliser quelque chose qui va faciliter la cuisson, donc de l'huile. Ou de l'eau, mais la plupart du temps, en fait, pour faire un bon mijoté, on utilise de l'huile. Comme nous, on a des sucs digestifs. C'est déjà prêt. Vous voyez, la casserole, elle est vide, il y a l'huile au fond, ça chauffe. C'est là où on commence à saliver, on se met à table. Allez, c'est l'heure. Et du coup, tout notre système digestif, il est prêt à recevoir le bol alimentaire. Si maintenant, vous mangez à la va-vite et vous mâchez 3 fois pour avaler des gros bouts, la digestion ne sera pas optimale. Donc, en fait, on coupe en petits bouts et on le mâche bien. Et après, il y a une idée qui est essentielle à la médecine chinoise, voilà, cette approche-là, c'est l'idée d'avoir de la chaleur. Votre estomac, il fonctionne à 37 degrés. Comme votre casserole, elle fonctionne à une certaine chaleur. Si maintenant, dans cette casserole, vous mettez des courgettes congelées, même si sont coupées en petits bouts, il faut d'abord, ça va tout refroidir. Les sucs digestifs, ça va refroidir le feu. Et en fait, il va falloir que j'augmente le feu de mon feu digestif pour chauffer plus, pour équilibrer la température qui est rentrée trop froide. D'accord. Qu'est-ce que ça veut dire alors par rapport à nous quand on mange? Ça demande énormément d'énergie au corps. Comme nous, ça nous demande de l'énergie d'augmenter le feu. En fait, le feu, même le gaz dans ma cuisine, il vient bien de quelque part. Donc, j'augmente le combustible, j'augmente la force du feu. S'il y a du congelé dedans, mais nous, ça veut dire quoi Quand nous, on mange froid. Quand nous, on mange froid. Quand nous, on mange quelque chose, par exemple une glace ou quelque chose qui est froid, sorti du frigo, un yaourt, des carottes râpées, notre corps, il doit augmenter de 8 degrés sorti du frigo à 37 degrés, température de combustion, en fait, de digestion dans le corps. Et en médecine chinoise, ils n'aiment pas trop ça, la différence de température. Il ne faut pas marcher pieds nus sur le froid. Parce que ça coûte de l'énergie. Ça coûte de l'énergie. Ça demande au corps de réchauffer. Donc, ce corps, il va prendre cette énergie-là dans l'énergie de l'estomac. Et après, il va prendre cette énergie dans le foie parce que c'est juste à côté, dans la rate parce qu'elle est juste à côté, dans le poumon. Et en fait, il va vider énergétiquement les autres organes pour pouvoir acheminer un maximum d'énergie pour chauffer à 37 degrés. Donc, surtout, on ne mange pas ce qui vient de sortir du frigo. Non. Au minimum, on mange tempéré et si possible, chaud finalement. C'est ça. Mais on va pas, et on mange chaud et cuit. On ne va pas faire des carottes râpées chaudes quand même. En fait, moi, je suis une très grande fan du 80-20 parce qu'en fait,
80%, j'essaye de bien faire et je fais de mon mieux et je mange chaud et cuit. Et 20%, je rajoute du cru parce que c'est bon le cru. Et puis après, il ne faut jamais oublier que le cru, c'est craquant. Et le chaud, c'est souvent un peu plus mou. Donc le mou, c'est yin, le craquant est yang. Donc en fait, quand on mélange les deux, on a même le yin et le yang dans l'assiette. Et ça, le corps, il aime bien ça. Mais trop de cru. Tu le cru. Tu le cru. Par exemple, la cuisson chinoise la plus connue, c'est le wok, et laisse les légumes dans un état très croquant. Finalement, c'est saisi très chaud, très vite, et du coup, ce que vous mangez reste croquant, c'est chaud à cœur, mais c'est pas cuit. Donc en fait, on préserve tous les nutriments, tous les vitamines et tout en ayant quelque chose de chaud et cuit. D'accord. Ouais. Tout en ayant quelque chose de chaud et de yang parce que ça reste croquant. Ça, c'est la cuisson parfaite. Après, on n'aime pas tout non plus cuire au wok. Oui. Mais l'idée, c'est ça. Parce qu'on est bien d'avoir quelque chose de chaud. On est bien d'accord que quand on mange quelque chose qui a été trop cuit ou trop longtemps, même si c'est bon comme un ragoût de... il a perdu quand même des choses à l'intérieur. Il a perdu de la vivacité, il a perdu de l'énergie en lui-même, des vitamines, etc. C'est quelque chose de très intéressant parce que depuis qu'on compte les choses qui sont à l'intérieur de l'aliment, c'est-à-dire une carotte, ça a tant de calories ou ça a tant de micronutriments ou tant de trucs. Depuis qu'on quantifie l'alimentation à travers des calories ou des vitamines ou des teneurs en vitamines. Mais ce n'est même pas ça. Parce qu'en fait, quand vous rajoutez du feu dans votre assiette et que vous mangez ces bols alimentaires qui a déjà été chaud, ça amène de l'énergie à l'intérieur de votre corps. C'est-à-dire, ça va nourrir énergétiquement à travers les nutriments, mais aussi à travers la chaleur. Bien sûr. Les femmes, 80% des femmes ont des pieds et des mains froids, tout le temps froids, et sont frileuses. Manger des choses sorties du frigo comme un yaourt 0% et une salade parce que ça ne fait pas grossir, c'est juste une hérésie. Il faut manger des aliments chauffants, donc par exemple des légumes de racines, cuits avec de l'huile au four. Au four, ils ont emmagasiné des températures de 180 à 200 degrés qui sont stockées et c'est cette chaleur-là que vous avez dépensée en énergie dans votre four qui va rentrer à l'intérieur du corps et qui va augmenter votre propre énergie et qui va même rajouter de la chaleur à votre corps. Donc en fait, avec cette idée de manger chaud et cuit, on va ajouter des calories à notre corps qui ne sont pas des calories de sucre, mais des calories de chaleur. J'avais entendu une fois que c'est une méthode, je ne sais pas si elle est très connue, mais qu'on pouvait manger cuit, des haricots verts par exemple, et avant de démarrer son repas, en mettre quelques-uns crus, comme vous disiez tout à l'heure, le 80-20. On peut faire ça. Pour avoir un petit peu de... Oui, mais ce sera beaucoup mieux, par exemple, de faire ça, petit ragoût de haricots, et de rajouter, par exemple, des cacahuètes grillées et sautées au piment. Vous voyez? Alors, on parlera de votre livre tout à l'heure, parce que non seulement... ça me fait tout de suite penser à ça. Ce dont on est en train de parler est en détail dans la cuisine du bon sens de Nina Voix, mais il y a plein de recettes. Ouais. Alors là, vous avez choisi des recettes, au moins comme ça, il n'y a pas de problème avec les végétariens et les véganes. On est quand même à 90% de recettes pour tout le monde, quoi. Oui, en fait, tout le monde sait cuisiner de la cuisine normale avec de la viande. Mais quand on a des gens qui ont aujourd'hui aussi à cœur d'aller vers une alimentation moins riche en protéines animales, aussi pour la planète, pour le bien-être animal et tout ça, ils ont envie d'aller vers plus de végétal. Mais la cuisine végétale n'est pas dans notre culture, donc elle s'apprend aussi. Et on peut faire beaucoup de conneries en étant végane ou végétarienne. Vraiment. Et ça, c'est vraiment un livre de cuisine qui est complet là-dessus. Parce que je me suis dit, c'est beaucoup plus intéressant d'apporter ça en plus. En plus, il est sans lait, sans gluten. Un petit mot sur le lait, les produits lactés. Alors, d'après vous, parce qu'il y a débat. L'homme est la seule espèce qui continue à s'allaiter au-delà de l'âge de l'enfance. En plus, on boit de lait d'une autre espèce. Je fais une petite histoire qui est super. Devant un supermarché américain, on avait fait un test dans lequel on a fait tester un nouveau lait à des gens. C'était hyper marketé avec un stand, c'était beau, il y avait des petits trucs à goûter, des laits des hostesses qui étaient hyper chic et tout ça. Et faisait goûter un petit lait aux gens qui en plus était très blanc, très beau. Les gens le goûtaient, mais disaient « Oh, il est délicieux, il est même un peu sucré et tout ».
C'est un lait de... Il est comment ce lait? Il me dit, alors là, vous goûtez un lait de chienne. De chienne. Mais en quoi est-ce que ce sera plus grave de boire du lait de chienne, Que qui de est plus chèvre ou proche de de vache. nous, Je suis d'accord. que de prendre du lait de vache? C'est parce qu'on n'est pas habitué. Ben voilà. Oh là. Mais c'est totalement... C'est pas naturel de boire le lait d'une autre espèce. On peut le faire, mais jusqu'à 6 ans. Et à 6 ans, on n'a plus besoin de lait, on n'a plus besoin de croître, on n'a plus besoin du facteur de croissance. Un veau, ça croît 600 kg la première année de vie. Donc en fait, ce n'est pas adapté au corps humain. Aujourd'hui, à force d'en consommer, on garde une capacité de digestion, mais pas une nécessité. Ce n'est pas, on n'en a pas besoin. Et en fait, le calcium, il vient surtout à nous à travers les végétaux et l'eau, Oui. et pas à travers le lait. Le lait est froid et humidifiant pour le corps humain. C'est comme si vous mangiez des bûches humides. C'est mettre de l'humide sur votre feu. C'est la caractéristique en médecine chinoise des produits laitiers. C'est rafraîchissant et humidifiant. Donc c'est très bien pour quelqu'un qui a une chaleur au poumon, hein, avec une toux sèche, et brûlante. Là, en fait, un bon lait chaud avec du miel, ça va être très bénéfique. C'est un aliment thérapeutique à un moment précis. Mais en consommer tous les jours, c'est une hérésie pour le corps. C'est mieux, on a le droit à son petit bout de fromage si on aime bien sûr. quand même. Moi, je suis revenue aux produits laitiers. Je les ai supprimés pendant 10 ans et je suis revenue aux produits laitiers pour le fromage. Parce que c'est super bon. Et en fait, il y a du 80-20, donc en fait, il faut faire aussi un peu de fromage. Mais j'utilise surtout chèvre et brebis, oui, à base de lait cru. Pourquoi c'est mieux le chèvre et brebis que parce qu'en la fait, vache? n'importe quelle protéine dénature au-delà de 42 degrés. Hein, nous-mêmes, on meurt quand on a 43-44 degrés de fièvre, Oui, on meurt. oui. Et c'est un peu pareil pour les autres protéines animalières. Mais ce que je voulais savoir, c'est pourquoi c'est mieux le lait de chèvre que le lait de vache? Parce que la chèvre, déjà, il y a moins de facteurs de croissance. Il y a moins de traficotage, hormones artificielles et tout ça qu'on shoot aux vaches en fait, pour qu'elles font plus de lait. Moins d'antibiotiques dans les élevages et tout. Donc, je reste dans le bio et au lait cru. La moins de transformation possible. Eh oui. Juste le moins d'intervention possible. À la campagne, et qu'est-ce que c'est bon. à la campagne, je sais que vers chez mes parents, il y a une ferme où on peut aller de temps en temps acheter du vrai lait, mais c'est vrai qu'il a un goût de vache. Mais on n'a plus l'habitude de boire non transformé, non pasteurisé. Oui. Tout est homogénéisé au niveau des goûts. On a terminé ça, le chaudron? Non, ou alors, je vais faire rapide. Donc en fait, non, on prend son temps parce que c'est passionnant ça. Ah, c'est passionnant. Donc en fait, on a notre chaudron dans lequel on amène des aliments. Si maintenant vous mangez régulièrement bien mâché et chaud, la transformation, le feu il va brûler, ça va se mettre à bouillir, ça va faire de la vapeur. La vapeur, c'est comme de l'énergie. En fait, c'est comme le train à vapeur. C'est ça qui fait avancer la machine. Donc nous, c'est ça qui nous donne de l'énergie quotidienne. Et cette petite vapeur, c'est celle qui est distribuée sous forme de nutriments au corps. D'accord, dans l'image de la casserole. Dans l'image de la casserole. C'est ça notre énergie au quotidien qui vient vers le couvercle, nos poumons, qui vont le redistribuer avec le sang et l'oxygène à toutes les cellules du corps. Ça, c'est le processus. Si maintenant, depuis des années, on met dans notre casserole des aliments froids, crus, mal mâchés, achetés à la boulangerie, mangés sur le pouce et rapidement au travail accompagnés d'un coca glacé, déjà, ça va finir par stagner dans la casserole parce qu'en plus, notre énergie du corps est focalisée sur notre cerveau parce qu'on travaille comme des tarés 10 heures par jour et on se donne à fond et on ne se nourrit pas bien, on ne prend pas le temps pour manger. Donc en fait, on n'a pas suffisamment d'énergie, donc le feu ne brûle pas bien et ce qui est à l'intérieur de la casserole ne sera jamais correctement transformé. Donc ça reste stagné en fond. Le lendemain, on fait la même chose. Le surlendemain, on fait la même chose. Donc petit à petit, la casserole finit par se remplir, à jamais correctement bouillir, à jamais correctement transformer. Et du coup, la casserole est pleine. Ce sont typiquement les gens qui se lèvent le matin et me disent « Ah non, mais moi, j'ai jamais faim le matin. Je fais d'ailleurs un jeûne intermittent le matin. » Non, on n'a pas faim le matin parce qu'en fait, la casserole est pleine. C'est exactement ce que je fais. Oui. C'est-à-dire que je fais genre « Mais moi, je ne mange pas avant 16 heures. Si je ne mange pas à midi, je m'en fous. » Il ne faut pas manger le soir, en fait. Ah ouais, moi, je fais l'inverse. La plus grosse capacité digestive, c'est le matin. C'est de 7 heures du matin jusqu'à 13 heures, 15 heures à peu près. Et après, le corps, la capacité digestive, après, chute. On dit toujours, le matin, il faut manger comme un roi, à midi, comme un bourgeois, et à midi, le soir, comme un pauvre. C'est ça, en fait, ce qu'il faut faire. Le matin, il faut qu'on mange parce qu'on a besoin d'énergie. Mais alors, là, c'est pareil, parce qu'il y a des gens qui vont dire pourquoi se charger le matin, quoi.
Je me lève à peine, je ne vais pas manger tout de suite. Enfin, il y en a qui adorent ça. Il y en a pour qui le petit déjeuner, c'est sacré. Moi, j'adore. Quand j'ai la chance d'aller dans un hôtel où tout est prêt, je me fais plaisir. Mais moi-même, par exemple, et certaines personnes, je sais que le matin, c'est pour leur truc, quoi, de manger. En fait, c'est une question de yin ou de yang. Il y a des typologies yin, des typologies yang. Oui. Le yang, il aime plutôt manger en fin de matinée, 10-11 heures. Moi, ça, le yin, top. il aime bien manger le matin. Ça ne veut pas D'accord. dire qu'il faut manger dès le lever. Il faut manger dans la matinée pour avoir tout le système digestif prêt à transformer le bol alimentaire. Et si manger vous fatigue, je ne vais pas me charger, vous avez dit ça, je ne vais pas me charger dès le matin. Je n'ai pas dit ça, oui, c'est ce qu'on dit. Oui, mais il y a des gens qui mangent à midi et après ils piquent du nez. Oui, il y a c'est des vrai. gens qui disent, mais moi je ne mange pas à midi parce qu'après je suis fatiguée. Alors pourquoi il y a ce piquage de nez? Parce que le corps prend toute l'énergie des autres organes pour tout mettre au système digestif parce qu'il n'y a plus suffisamment de feu, plus suffisamment d'énergie digestive, parce qu'il est incapable de faire deux choses en même temps, digérer et se concentrer. Pour digérer, on est bien d'accord que je crois que c'est 40% d'énergie. Hein. Ça demande, quand on digère, ça prend 40% de toute l'énergie du corps pendant la digestion. Oui. Alors qu'est-ce qu'on fait? On mange plus à midi alors? Si. On mange, mais en fait, il faut travailler sur son feu digestif parce qu'en fait, on est fait pour pouvoir manger. On devrait avoir mangé et se sentir en pleine forme. C'est ça la sensation naturelle. Alors qu'est-ce qui se passe? On mange pas ce qu'il faut ou comme il faut? Non, on a tous une casserole pleine, crade, et on mange pas les bonnes choses. Comment on fait pour la nettoyer, la casserole? Alors on fait un jeûne? Alors on peut faire un jeûne, mais en fait, c'est pas tout. Parce qu'en fait, le jeûne, c'est juste, on réduit la quantité, donc en fait, ça va petit à petit s'y vider, et puis après, on arrête de manger. C'est-à-dire, quand on arrête de manger, le péristaltisme, c'est-à-dire le mouvement naturel des intestins, vont s'arrêter aussi. Donc en fait, on a une remise au repos de tout le système digestif. Okay. Donc en fait, on va dégager 40% de notre énergie vitale. Ça, c'est hallucinant. Mais la casserole, elle va rester telle qu'elle, c'est juste vous avez arrêté de la remplir. Tout ce que vous aviez déjà de non transformé dedans, ce qui encrasse le fond de la casserole, ce qui colle aux parois depuis 10 ans, est encore dedans. C'est juste que vous arrêtez d'utiliser la casserole. Il faut la nettoyer. Alors comment on fait? Ça, on fait ça avec un jeûne régénératif. On va en parler tout à l'heure. On va en parler. On va avoir des images de beaux stages. La casserole. On finit la casserole. La casserole. Donc en fait, la casserole est pleine. Donc là, elle est tout le temps remplie parce qu'il n'y a plus rien qui est transformé, parce qu'il n'y a plus assez de feu, et il y a trop de nourriture, soit dénaturée ou inadaptée à cette casserole. Donc quand vous vous mettez à table, vous n'avez même plus faim, parce que la casserole est pleine. Donc en fait, on mange par habitude. Ça, c'est vrai. Et qu'est-ce que fait le corps à ce moment-là? C'est une autre petite... Il y a des gens qui disent la faim, elle vient en mangeant. C'est-à-dire, ils n'ont pas trop faim, ils se mettent à table et là, ils peuvent manger en mangeant. Ouais. Ils mangent 3 assiettes d'affilée alors qu'ils n'ont finalement pas besoin et pas la faim. Oui, alors, c'est pas bien ça. Alors, oui, mais c'est que le corps, c'est en fait un mécanisme d'urgence du corps. C'est-à-dire, le feu digestif est tellement faible et tellement pas plus capable de transformer le bol alimentaire que quand ça arrive, et surtout ça arrive quand les nutriments sont un peu froids ou quand ils sont pas adaptés, par exemple le sandwich de la boulangerie, c'est typique, hein, et à ce moment-là, le corps va se mettre « Ah oui, il faut mettre plus de feu », il va mettre du feu, et en fait, il va brûler trop fort. Et quand on brûle trop fort, ça va attiser la faim. Un estomac qui brûle très fort et qui dit « Ah non, là j'y m'y mets, là j'y vais », il va appeler, il va brûler et on aura l'impression qu'on aura tout brûlé, alors que c'est un leurre parce qu'en dessous, tout est plein. Mais l'estomac, lui, il carbure à fond. Donc en fait, on mange. C'est vraiment une idée de la médecine chinoise d'attiser le feu de l'estomac. Et des fois, en fait, ça dépasse un peu les bornes. Et du coup, on mange trop et on mange et on se remplit encore plus. Et en dessous, la casserole est toujours pleine. Et en dessous, c'est toujours pas parti, alors qu'on a rempli et ça finit par déborder. Et ça déborde. Et ça s'agrandit, on prend du poids. Chez les femmes, souvent, c'est de l'eau, hein, parce qu'en plus, on boit beaucoup, parce qu'il faut boire 2 litres par jour ou 3 litres par jour. Alors qu'en fait, il y a des femmes qui font 1,45 m pour 42 kg tout mouillé. Il y a des hommes qui font presque 2 mètres avec 110 kg. Mais en fait, ils n'ont pas du tout les mêmes besoins en eau. On boit sa soif en médecine chinoise. Ah, c'est beau ça, on boit sa soif. Quand on n'a pas soif, c'est que notre corps n'est pas capable de transformer l'eau.
Parce que si vous avez une casserole pleine de 3 litres d'eau que vous avez bu de la veille et que ça commence à déborder et ça s'accumule dans les cuisses, dans les hanches, dans les poitrines, on fait de la rétention d'eau. On fait la rétention d'eau parce que le corps ne bouillit plus d'eau, que l'eau ne peut plus devenir de la vapeur, ne peut plus humidifier notre corps et ainsi on peut se retrouver avec de la cellulite et de la peau sèche. Donc on boit pour faire genre, il faut boire 2 litres par jour, mais pour certaines personnes, ça va avoir un effet... C'est délétère. Et c'est encore pire quand on boit froid. Parce que si, imaginez, vous avez un beau ragoût qui mijote, ça fait une demi-heure qui mijote, et puis après, vous prenez un verre d'eau rempli de glaçons et vous le balancez là-dedans, ou une boule de glace, ou un yaourt froid, vous balancez là-dedans, vous arrêtez la cuisson, vous diluez tout, et c'est pas bon. Donc quand je mange une ratatouille avec un pavé de saumon, par exemple. Alors soit on accompagne ça avec un verre de vin rouge. Oui, à température ambiante, mais certainement pas un Perrier glacé, quoi. Non. C'est ça que vous êtes en train de nous dire. C'est exactement ça. Donc, soit de l'eau à température ambiante, mais l'idéal, c'est d'accompagner ça avec du chaud. Alors, moi, à table, et depuis toujours, je bois une tisane ou du thé, parce que j'adore ça, et mon corps ne veut plus du froid à table. Il n'en veut pas. C'est vrai que dans les restaurants asiatiques, souvent, on nous propose un thé. Oui, parce qu'ils boivent du thé. Alors, nous, on a l'habitude du thé le matin, au petit déjeuner, le thé anglais à 17h, mais on ne boit pas de thé à table. Et c'est vrai que c'est surprenant, mais après, on y prend goût, donc visiblement. C'est ça. Alors, moi, souvent, je le bois, ma tasse de thé, soit pendant le repas ou après le repas, ou sinon du bouillon. Carrément. Dans votre livre, il y a plein de... J'ai beaucoup aimé un passage aussi où vous expliquez, et c'est simple, parce que les proportions. Oui, on se dit toujours, il faut que je mange combien. Alors, comment composer une assiette? Comment composer une assiette? Vous avez tout dans ce livre, c'est vachement bien, c'est tout simple, et on se remémore tout de suite, comme par exemple, les légumes, la moitié de l'assiette, un quart les protéines animales, et un quart de céréales. Et vous dites bien que c'est important de mélanger les céréales avec les légumineuses. Les légumineuses. Alors, je ne dis pas de bêtises, répétez parce que j'ai dit une bêtise. Quand on ne mange pas de protéines animales sur un repas, ce qui peut aussi arriver à des gens qui ne sont pas végétariens, on mélange toujours une céréale avec une légumineuse parce que les deux ont une part d'acides aminés essentiels qu'on ne peut pas produire. Et quand on n'a pas mangé suffisamment d'acides aminés, quand on n'a pas les 8 essentiels qu'on ne peut pas produire par notre propre corps, à la fin, on a des fringales et on veut grignoter parce que notre corps, il dit il y a un truc qui manque, il y a un truc qui manque. Donc en fait, il y en a 4 qui se trouvent dans les céréales, il y en a 4 qui se trouvent dans les légumineuses. Donc les végétariens doivent faire en sorte de toujours avoir une part de céréales et une part des légumineuses. Ça existe de cette manière-là dans toutes les cultures du monde. Soja et riz chez les Chinois, pois chiches et blé chez les Marocains. Chez nous, c'est les haricots et le pain. Ça a toujours existé et ça fonctionne comme ça. On voit bien, c'est vrai que dans tous les pays du monde, il y a du riz ou du maïs avec des haricots en Amérique du Sud, et ça existe partout. Donc on ne fait pas de régime que de légumes, parce que aussi des fois on dit qu'il faut manger des fruits, des légumes, des fruits, des légumes, des fruits, des légumes, mais tout ça est quand même fait pour nous. Il y a même une chose très intéressante que tu n'as pas dit, parce que tu as parlé de la composition de l'assiette, mais en fait il y a une barre très importante en dessous. Le sport ? L'activité physique? Non, c'est dans la composition de l'assiette, parce que là, on est dans la différence entre l'alimentation moderne, qui nous dit, voilà, il faut des protéines, des lipides et des glucides, mais en dessous, il faut finalement les choses qui nous nourrissent le plus. Les épices, les herbes, les condiments, les huiles, le gras, le bon gras. Les épices, ça ne nourrit pas. Si, ça donne du goût. Mais... Ou alors ça, attention, c'est comme un complément alimentaire, il y a des bienfaits dans les épices. Mais pourquoi ça nourrit? Les épices sont hyper riches en nutriments. Ah bon? Ouais. Et les épices sont très très bons pour la santé parce qu'ils sont quasiment tous chauffants, donc en fait ils vont soutenir le feu. Ils donnent du goût, donc ils donnent du plaisir. Ils donnent de la couleur, donc en fait ils vont enrichir les 5 éléments. D'accord. Et moi je croyais que c'était juste la cerise sur le gâteau, les épices. Non, et là on est dans une idée d'aliments qui sont yin ou yang. La plupart de notre alimentation est yin, il n'y a que très peu d'aliments qui sont yang. Les épices, la viande, alors qu'en fait, elle acidifie notre corps quand on en consomme trop. Les herbes et les alcools forts. Et ça s'arrête là. Ça, ce sont les seuls aliments qui ont un pH au-delà de 7. Il y a aussi les huiles et les eaux de moindre mesure. Mais ça, ce n'est pas marqué dans le livre. C'est un enseignement que je donne. Ah, il y a un truc, ça me fait penser. Vous dites que c'est bien de mettre de la sauce soja qu'on retrouve dans les restaurants asiatiques, salée.
Oui. Parce que c'est mieux que le sel. C'est un Oui. meilleur sel que le sel qu'on met, nous, à table. C'est ça. Surtout quand on sale Pourquoi? après coup. Parce qu'en fait, le sel, c'est comme un caillou pour le corps, surtout quand on sale après cuisson. Quand on sale pendant la cuisson, le sel est dissous dans l'eau de la cuisson. Ouais, ok. Quand on sale après cuisson, ça arrive comme un caillou, et en fait, le caillou il a tendance à boucher le D'accord. filtre du rein, qui est comme un chinois très, très, très fin. Un chinois, c'est un truc Oui, en cuisine en pour cuisine, filtrer, oui, ouais. je vois. Et les cristaux, ils ont tendance à boucher ça. C'est pour ça qu'on dit quand il y a hypertension, il faut arrêter de manger salé. Mais en fait, c'est du mauvais sel qu'on parle. On ne parle pas du sel de mer. Et en fait, quand vous prenez une sauce soja ou une sauce tamari, où il y a la version japonaise qu'on appelle du umesu ou du liquide d'umebosis, c'est un sel ionique. C'est-à-dire le sel a déjà été transformé et a vécu un mélange avec l'eau. Et du coup, le sel ionique est à peu près 100 000 fois plus petit qu'un grain de sel. Donc en fait, ça, c'est beaucoup plus assimilable par le corps. Un autre truc, parce qu'on disait justement le riz dans tous les pays du monde, le maïs, etc. Et en France, vous n'avez pas manqué de noter, ou en Europe, on mangeait beaucoup de pain. Sauf que le pain d'aujourd'hui, c'est pas le même que le pain d'antan. C'est lié principalement à deux choses. La dénaturation du blé, qui est complètement dénaturé. Un blé ancestral, ça a 14 chromosomes. Un blé tendre d'aujourd'hui, ça en a 42. Donc on dit que ce n'est pas une OGM, mais c'est quand même une modification génétique qui a rendu le blé très moelleux. On va reparler du gluten quand on va parler de la cure, parce qu'en fait, ce blé-là, c'est comme une colle. Et cette colle-là, à un moment donné, le corps ne peut plus le digérer. C'est-à-dire un molécule de gluten d'autrefois, il est grand comme ça. Aujourd'hui, il est grand comme ça. Donc en fait. Donc quand il y a des gens qui disent moi je mange pas de gluten, il faut que je fasse attention, c'est pas pour nous embêter, quoi. C'est pas juste un effet de mode. Non. Il y a vraiment aujourd'hui manger du pain, à part le petit épeautre qui est pas trop transformé. En fait, vous pouvez même manger un vieux blé ou un camut ou un carchon. Ça, ce sont des vieux blés qui sont très bien. On peut manger de l'épeautre, du grand épeautre. Enfin, ça, c'est pas un blé. Mais la baguette blanche de la boulangerie. Malheureusement, parce qu'on adore ça, avec un bout de fromage. C'est très bien. Mais malheureusement. Mais on peut mieux choisir. Il y a une deuxième partie, c'est qu'aujourd'hui, pour lever le pain, on utilise de la levure et plus le levain. Le levain est très sensible à la température et ça fait ne pas lever un pain quand, par exemple, il pleut ou voilà, quand il fait trop chaud, trop froid. Alors qu'on utilise de la levure parce que ça va beaucoup plus vite. Parce que pour faire un pain au levain, il faut plus de 24 heures, ça peut aller jusqu'à 48 heures. Et pour faire du pain à la levure, c'est 3 heures. Donc c'est plus rapide. Mais par contre, le processus chimique n'est pas le même. Le levain va prédigérer la pâte. Et quand on mange du pain prédigéré, tranquille. Alors là, le feu digestif, il adore, tout passe bien. Mais si on utilise de la levure, c'est notre corps et notre système digestif qui doit faire tout ce processus de digestion et de transformation que le levain a déjà fait en amont. Mais quel rapport est-ce qu'il y a un rapport avec l'histoire de gluten et le pain au levain? Oui, en fait, déjà, quand on fait un pain au levain avec du gluten, même normal, déjà ce gluten, il est déjà ouvert. Les gros molécules ont été déjà découpées. Et du coup, c'est beaucoup plus digeste. D'accord. Donc, quand on fait attention de prendre un pain au levain et que au levain, sans aucune levure, et là, c'est plus compliqué à trouver parce que la plupart des boulangers, ils font du levain pour avoir du goût, parce que la levure, ça ne donne pas de goût. Ils rajoutent comme un peu de levure. Mais il faut ce processus du pain au levain pur. Vous l'avez compris, c'est une dingue de l'alimentation. C'est incroyable parce que la passion que vous mettez là-dedans, les connaissances, mais alors surtout, quoi. Oui. Le sel, le pain, tout, oui. quoi. Et alors on fait une petite pause parce que ça fait un moment qu'on parle. Regardez des petits témoignages de personnes qui ont travaillé avec vous. Nina est un puits de connaissances, c'est un peu ce que je disais. Une pédagogue hors pair, tout est du bon sens, c'est le bon sens dans l'assiette, passionnante, la loi de cause à effet devient tellement évidente. Nina nous fait plonger de façon autant scientifique que ludique dans la machine extraordinaire de notre corps et de son fonctionnement. Qu'est-ce que vous l'avez fait à cette personne pour qu'elle écrive ça? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est une personne qui a fait la toute première cure que j'ai donnée toute seule en France, quand je l'ai importée. Elle a fait une cure et pendant cette cure, c'est un peu différent aujourd'hui parce que j'ai séparé les deux. J'ai donné plus de 15 heures d'instruction sur l'alimentation. Donc en fait, elle a tout appris,
ce qu'il faut savoir sur l'alimentation à l'issue de cette cure. Aujourd'hui, pendant la cure, je donne quelque chose de plus restreint parce que je veux aussi qu'on soit disponible à son propre corps pendant la cure. Et j'ai extrapolé tout l'enseignement dans une formation en ligne et je l'ai enrichi d'une manière beaucoup plus vaste et je l'ai rendu beaucoup plus pratico-pratique parce que le fait d'avoir un enseignement sur une semaine, ce n'est pas l'intégrer. Donc j'ai souhaité vraiment donner aux gens la possibilité de l'intégrer. Mais cette personne-là, sur une semaine, et ce n'était pas la seule, a intégré et c'était impressionnant. Et elle tient ça jusqu'à aujourd'hui. Et en fait, ça lui a énormément aidé. Aujourd'hui, elle me dit, non, mais ton livre de cuisine, il va falloir que tu me donnes un nouveau parce qu'il est déjà tellement défait que... Qu'est-ce que ça a changé dans sa vie au quotidien? Qu'est-ce que ça a changé? L'énergie. L'énergie? L'énergie. L'énergie, le corps, le bien-être, la digestion, tout. Elle avait quel âge? 60... À cette époque-là, 60... Début de la soixantaine. Parce que souvent on dit, oui, bon, bah voilà, j'ai 40 ans, j'ai 50 ans, j'ai 60 ans, donc... c'est normal, je suis un peu fatigué, blablabla. Bla, bla. Mais en fait, on se rend compte qu'aussi, il y a un magnifique documentaire où il y a un sportif, le coach sportif qui a 60 ans, il a des meilleurs résultats sur certains trucs, là, aux cordes, là, quand ils font les cordes comme ça, que des gars de 25-30 ans. Alors lui, il a un truc en mode vegan. Mais en fait, en fait, l'âge n'a pas d'importance dans notre puissance, dans notre énergie, finalement. Non. Il y a deux choses. Alors, les générations d'aujourd'hui ont 25% ou 30% de moins de capacités cardiovasculaires que la génération de nos parents. Déjà. C'est-à-dire, le corps se dégrade, mais à travers tout ce que nous vivons, à travers l'environnement et l'alimentation, le corps ne peut plus. Il y a tellement de neurotoxiques et de perturbateurs endocriniens dans notre alimentation, dans notre environnement, que petit à petit, le corps se dégrade. Mais sur l'âge, il y a autre chose à dire. Ma mère, elle a fait sa première cure. Ma mère, elle a subi, ils lui ont enlevé la vésicule biliaire, après l'appendicite, après elle avait une rectocolite hémorragique. Elle avait plein de trucs, plus rien ne fonctionnait. Elle avait 60 ans. 65 à peu près. Elle dit, ça ne peut pas continuer comme ça. Elle savait que là, si ça continue comme ça, c'est plus possible. Elle avait des hallux valgus qui lui fait un mal de chien. Elle commençait à avoir de l'arthrose dans les mains, à avoir des douleurs partout. Elle m'a dit, non, ça ne va pas. Et quand j'ai fait ma première cure, elle m'a dit, ah non, ça a l'air bien ton truc, je vais en faire une aussi. Et elle était comme moi, elle était assez radicale. Elle a changé son alimentation depuis. Aujourd'hui, elle en a 74 ans. Elle est plus souple au yoga que moi. Elle est retraitée, hein, donc elle fait son petit yoga tous les matins. Elle mange du 80-20. Elle est moins appliquée que moi, mais elle n'a pas de maladie grave comme moi non plus. Et en fait, elle a une excellente santé, plus aucune douleur. Elle s'est fracturée un truc assez récemment et ils lui ont enlevé pas le plâtre, mais en fait le truc, la telle qu'ils mettent 2 semaines avant terme. Tellement les médecins avaient dit non, mais j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu une fracture se rétablir aussi vite. Oui, il y a donc, certaines personnes qui ont fait des expériences comme ça. Jamais de trop tard. Ça n'existe pas. Tout est récupérable et même si c'est pas récupérable à 100%, ben en fait, juste déjà améliorer de 50 ou de 60%. C'est la bénédiction pour beaucoup de gens, en fait. Bien sûr. Parce que c'est trop compliqué. Évidemment. On va voir quelques images de ces cures génératives que vous organisez en vidéo. Vous nous en reparlez, donc comment ça se déroule, comment vous pouvez nous expliquer ce qui s'y passe? Ouais. Alors c'est une semaine, 6 jours, où on se voit en groupe dans un endroit magnifique, vraiment loin de tout, et on fait un jeûne de 5 jours, on n'est que avec soi. Et on est là pour soi, c'est pour se reconnecter à soi, c'est nettoyer. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, le corps est encrassé et quand on remet le système digestif au repos lors d'un jeûne, ben en fait, il ne peut pas se décrasser. Donc cette cure-là, elle sert à décrasser le corps. On va faire ça avec une méthode très douce, donc avec de l'eau salée. Mais on va utiliser, moi j'utilise le nom formule magique, mais on m'a dit non, il faut que tu l'appelles différemment. Donc maintenant j'appelle formule coupe-fin. Mais en fait c'est une formule qu'on prend qui va continuer pendant tout ce processus-là à nettoyer le système digestif, à le remplir et à le faire travailler. Parce que uniquement quand il travaille à vide, c'est comme vous avez quelque chose qui est souple, qui est complètement encrassé à l'intérieur. Quand vous appuyez dessus et vous le faites craquer, vous faites décoller toutes les choses en fait qui sont encollées sur les bords intérieurs. Imaginez un tuyau souple sur lequel vous avez de la peinture à l'intérieur. Quand vous le froissez, ça va décoller. Et c'est la même chose.
C'est-à-dire il faut que ça soit vide, mais on travaille pour que ça commence à décrasser. Parce que, par exemple, ce fameux gluten duquel on parlait, il est tellement collant. Vous avez déjà décollé des papiers peints des années 50? Ah oui? Oui, ça c'est collé avec de la colle à la farine. Donc ça, c'est du gluten. D'accord. Et ça fait la même chose dans la villosité de nos intestins. Toute notre paroi intérieure, elle est faite comme ça. Ouais. Et dans ces petits trucs, il y a plein de choses qui peuvent se mettre entre. Donc on a des gluten, des vieux chewing-gums. Aujourd'hui, on a des microplastiques, les nanoparticules. Et on a aussi les pots de graines ou ce genre de choses, des fibres un peu vieilles ou racorniques qui restent là-dedans et qui vont finir par encrasser le système digestif, le rendre moins absorbant, moins vigoureux. Les villosités ne peuvent plus aussi bien travailler et plus aussi bien absorber. Et du coup, on a la digestion qui se dégrade, on absorbe moins de nutriments, on est fatigué. Donc il faut nettoyer tout ça. Et on fait ça avec de l'eau salée tous les jours. On prend de l'eau salée et ça fait comme une douche intestinale. Ah ça marche bien l'eau salée, je confirme. Oui. Et c'est comme une douche intestinale, c'est très doux pour le corps. En Ouais. fait, ça va sortir tous les jours. Il y a des gens qui n'aiment pas, donc en fait, ils ne font pas. C'est pas grave, chacun fait vraiment comme il peut. La plupart du temps, les gens vont jusqu'au bout et c'est super. Et des fois, des gens, au bout de 4 jours, sortent encore des galets solides. On appelle ça un fécalome. C'est de la matière accumulée, dure, qui reste quelque part dans notre système digestif. Et ça peut être gros, ça peut être très petit, ça peut être micro-petit, mais c'est quand même dedans. C'est quelque chose qui était accroché, qui restait depuis longtemps? Ah ouais, 20 ans. Ah non. Oui, ou 2, 3, mais oui. Et quand on ne recure pas de temps en temps la casserole un bon coup, mais en fait, elle ne peut pas bien cuire. Et c'est pareil pour notre système digestif, il faut le nettoyer. Et donc, en fait, on prend la matinée pour ça. Après, il y a une conférence qui est toujours très chouette. Enfin, vous le voyez là, en fait, c'est toujours très convivial autour de la digestion et autour de l'alimentation. Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse en sortant de cette cure? Et comment est-ce que je me nourris différemment? Après, je pars toujours avec des masseuses. On a une sauna assise, on a des bains de pieds spécifiques, on a vu que c'était ioniques et voilà, tout. Il y avait plein de choses, plein de choses. Pour soi, pour être avec soi. Et je fais volontiers pas de genre jeûne et randonnée parce que je ne veux pas que les gens dépensent leur énergie pour autre chose. Je veux que l'énergie revienne au corps. D'accord. Et c'est parfois un peu éprouvant, c'est-à-dire notamment le 3e jour, les gens sont un peu fatigués, mais en fait 4e, 5e jour, ça remonte les gens à une super énergie. Oui, parce qu'ils ne mangent pas, ils font que, il n'y a que de l'eau salée. Oui, il n'y a que de l'eau salée. Ah si, il y a quand même de bouillon énergisant. Ça, c'est bien ça. Qui est fait avec vraiment, c'est une préparation très spécifique qui nourrit le corps, qui fait en sorte qu'il a tous les nutriments dont il a besoin, les micronutriments. Et tout. Le corps est nourri. Ouais. Il y a aussi des décoctions, des tisanes très spécifiques et tout, pour que en fait, le corps soit nourri et nettoyé, et nettoyé suffisamment d'énergie. Il y a 2 fois par jour la formule coupe-faim pour que les intestins soient remplis. Elle est totalement indigeste, donc en fait, c'est juste un leurre. Mais on n'a pas de sensation de faim, en fait. Ça a l'air d'être le jeûne, comme vous le proposez, cette cure régénérative, ça a l'air d'être une science, tellement... c'est une science. Ça, c'est pour ça, ça, on va faire ça, oui. ça, faut boire ça. C'est pas juste, on va faire une rando et on boit des tisanes. C'est pas juste un gentil jeûne avec... d'accord. Non. Merci beaucoup, Nina. Je t'en prie. Merci beaucoup. Je vous recommande ce bouquin qui est magnifique, qui est super bien. Elle a fait ça toute seule comme une grande. Oui. Vous avez des recettes et ça parle de tout ce dont on a parlé. Vous avez fait voir la cuisine, l'ultime guide. C'est vrai qu'on dit, oh là là, encore un nouveau livre de cuisine, youpi. Non. Mais youpi, parce qu'on apprend plein de choses. Et puis, il y a toutes ces recettes, de l'entrée au dessert, que vous allez pouvoir découvrir. Et puis, vous dites que c'est super bon. Ça a l'air qu'on sait bien cuisiner, mais là, il faut aimer cuisiner. Tout ça, ce sont des photos qui viennent de ma propre table. Ah oui, c'est pas des photos que vous avez achetées dans les stocks. Non, c'est les choses que j'ai cuisinées, que je sers chez moi. C'est super beau. On va manger chez vous donc ce soir. C'est ça. Un petit mot pour conclure. Nina? Je pense que l'alimentation, c'est la base de tout. Hippocrate disait déjà que ton alimentation soit ta première médecine. Je pense qu'en fait, si l'alimentation n'est pas bonne, parce qu'on fait ça 3 fois par jour, on ne peut pas être en bonne santé. Si à ce moment-là, en fait, on n'est pas suffisamment vigilant, on a beau prendre des médicaments, on a beau faire des super trucs avec d'autres thérapies, si on ne soigne pas la base,
Merci d'être venu nous voir. On espère que vous allez encore aider beaucoup de gens. Vous prenez plaisir à aider les gens, je suppose. J'adore. À J'adore. partager, on le voit hein, sur les Bah images oui, mais qu'on a c'est pour passées ça que tout j'ai à l'heure. créé une formation en ligne et les cures, les livres de cuisine, c'est juste, moi je veux partager. Rappelez-moi Le plus votre site possible. internet pour ceux C'est qui... du bon sens dans mon assiette. Du bon sens dans mon assiette. Site internet, Insta, Facebook, ils ont tous le même nom. Voilà, on vous l'a mis en gros, comme ça vous Ouais. pouvez le noter. Nina Voix, merci d'être venue avec nous, nous voir ici sur ABC Talk dans Expert en thérapie. Au plaisir de vous revoir. On vous souhaite une bonne continuation. Merci pour ce que vous faites, ce que vous partagez et tous les gens que vous aidez. Et on comprend mieux le comment du pourquoi, C'est ça. de comment faire les choses et comment utiliser eh bien, finalement quelque part cette médecine qui est notre première médecine, qui est notre nourriture. Merci de nous avoir suivis. Je vous rappelle que vous pouvez également nous joindre si vous voulez participer à cette émission. Vous êtes praticien, vous êtes thérapeute, vous êtes coach. Eh bien, vous pouvez nous contacter à l'adresse expert@abctalk.fr pour nous proposer ce que vous faites, pour venir en parler. L'adresse est expert avec un S à @abctalk.fr. Nous vous souhaitons de bons repas. C'est ça. Merci Nina Voix. Merci. Et à très bientôt sur ABC Talk.